Jennifer, après 14 ans, ta stratégie financière est dépassée. Expliqua Brian Fields, s'adossant à sa chaise, l'air satisfait. Il faut que tu partes demain. J'étais assis en face de lui dans la salle de conférence du siège mondial de Velthorn, les mains jointes sur la table en acajou poli. La silhouette de Houston scintillait au-delà des baies vitrées, une vue que j'avais chérie lors de nombreuses réunions au cours de mon mandat de contrôleur financier principal. Je comprends, répondis-je d'un ton neutre, en soutenant son regard. Merci pour cette opportunité. Ma réponse calme le déconcerta visiblement. Ses sourcils se froncèrent légèrement, comme s'il s'attendait à des larmes ou à des protestations. Au lieu de cela, j'ai rassemblé mes notes, ajusté mon blazer et suis sorti la tête haute. Je m'appelle Jennifer Malisté. J'ai 52 ans et je consacre 14 ans à la gestion des contrôles financiers de Velthorn Global, une entreprise internationale de logistique présente dans 37 pays. J'ai survécu à 3 PDG, 2 récessions et d'innombrables réorganisations. J'ai mis en place des systèmes qui ont permis à l'entreprise d'économiser des millions et de la protéger des irrégularités financières. Et maintenant, je venais d'être licencié sans ménagement par un homme qui travaillait dans notre entreprise depuis moins de 3 mois. Brian Fields est arrivé à Velthorn en grande pompe, une formation de l'Ivy League, une expérience au sein d'un prestigieux cabinet de conseil et la promesse d'une gestion financière révolutionnaire. Le conseil d'administration a été impressionné par ses présentations percutantes et son approche moderne. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est ce que j'ai immédiatement remarqué, des incohérences dans ses affirmations, de vagues références à des succès passés et une volonté alarmante de contourner les protocoles comptables. Alors que je vidais mon bureau dans des cartons, je pensais à la réunion que j'avais eue 2 semaines plus tôt avec Hélène Woodward, la responsable du comité d'audit. Elle m'avait convoqué à son bureau après les heures de bureau, avait fermé la porte et m'avait parlé à voix basse. Jennifer, nous avons remarqué des tendances inhabituelles dans les notes de frais et les approbations de contrats provenant du bureau du nouveau directeur financier, avait-elle dit en glissant un dossier sur son bureau. Rien de concret pour l'instant, mais suffisamment pour susciter des inquiétudes. Nous aimerions que vous examiniez la situation discrètement. J'avais déjà remarqué moi-même les divergences, des honoraires de conseil importants pour des entreprises que je ne pouvais pas vérifier, des frais de déplacement qui ne correspondaient pas à des voyages d'affaires connus, des termes de contrat modifiés après approbation. J'avais commencé à tout documenter, à organiser les preuves méticuleusement, comme c'était ma nature. Ce que Brian n'avait pas réalisé lorsqu'il m'a renvoyé, c'est que je n'étais pas simplement un contrôleur financier dépassé. J'ai conçu les systèmes de contrôle financier de Velthorn. Je connaissais chaque étape numérique, chaque processus d'approbation et chaque piste d'audit. Plus important encore, je savais exactement ce que je devais trouver pour révéler ce qu'il cachait. En portant mes cartons jusqu'à ma voiture, je n'étais pas en colère. J'étais déterminé. Brian Fields venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Je n'ai jamais été du genre à afficher mes émotions avec fracas. Mon père, professeur de mathématiques, m'avait appris que la logique et les preuves l'emportent toujours sur le drame et les débordements. Cette philosophie m'a été très utile tout au long de ma vie, notamment dans ma carrière financière, où la précision et les faits étaient monnaie courante. Mon modeste appartement de 2 chambres m'a accueilli à mon arrivée plus tôt que d'habitude. 14 années à Velthorn m'avaient permis de me construire une vie confortable, voire extravagante. Mon fonds de retraite était solide. Mon prêt immobilier était presque remboursé. J'aurais pu simplement partir, trouver un autre poste et laisser Brian Fields se débrouiller seul avec les plans qu'il orchestrait. Mais ce n'était pas qui j'étais. Je me suis servi un verre de cabernet et me suis installé à ma table à manger, étalant les documents que j'avais rassemblés tranquillement au cours des dernières semaines. Avant de quitter le bureau, je m'étais envoyé par courriel des rapports clés dont je savais qu'ils seraient pertinents. Rien de confidentiel, j'étais trop éthique pour ça. Juste les informations accessibles au public qui, placées dans le bon contexte, racontent une histoire accablante. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS d'Hélène. J'ai entendu la nouvelle. Appelle-moi. Je l'ai appelée immédiatement. Jennifer, je suis choquée, dit-elle en décrochant. C'est arrivé de nulle part. Pas vraiment, ai-je répondu. Brian me pousse dehors depuis son arrivée. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi brutalement. Le timing est suspect compte tenu de ce dont nous avons discuté, dit prudemment Hélène. Avez-vous trouvé quelque chose de concret? Pas encore, mais j'y suis presque. J'ai identifié des tendances dans les contrats de conseil avec Meridian B Holdings. L'entreprise existe sur le papier,
mais je ne trouve aucune preuve de service réellement fournie. C'est inquiétant, mais pas suffisant pour que le conseil d'administration agisse, soupira Hélène. Donnez-moi 2 semaines, ai-je dit. Je n'ai peut-être plus accès direct au système, mais j'ai noué des relations avec des personnes qui y ont accès, et je sais exactement quoi chercher. Après avoir raccroché, j'ai passé la soirée à organiser mon approche. J'ai créé une chronologie détaillée des actions de Brian depuis son arrivée, en notant les activités financières coïncidentes. J'ai dressé la liste des membres clés du personnel qui pourraient apporter des informations sans compromettre leur position. J'ai identifié des sources externes qui pourraient vérifier mes soupçons. Le lendemain matin, au lieu de me rendre au bureau comme je le faisais depuis 14 ans, je me suis installé à ma table à manger. Mon ordinateur portable, mes bloc-notes et mes documents financiers jonchaient la surface. J'avais des contacts dans tout le secteur financier à Houston, des gens qui me respectaient, moi et mon travail. Il était temps de demander quelques faveurs. À midi, j'avais parlé avec 3 anciens collègues qui travaillaient désormais dans des banques qui géraient les comptes de Velthorn. Ils n'ont pas pu donner de détails précis, mais leurs indications prudentes ont confirmé mes soupçons. Quelque chose n'allait pas avec les nouveaux arrangements financiers que Brian avait établis. Une semaine après le début de mon enquête, j'ai reçu un visiteur inattendu. Thomas Wright, le directeur informatique de Velthorn, a sonné à ma porte à 20h. Sans prévenir, dit-il nerveusement en ajustant ses lunettes, mais je ne pouvais pas risquer de communiquer via les canaux de l'entreprise. Je l'ai invité à entrer en lui offrant un café, qu'il a accepté avec gratitude. Les choses sont étranges depuis ton départ, confia Thomas à voix basse malgré notre solitude dans mon appartement. Brian a recruté une nouvelle équipe de sécurité informatique. Ils ont modifié les protocoles d'accès au système financier. Même moi, je n'ai plus une visibilité totale. C'est inhabituel, dis-je, gardant un ton neutre même si des sonnettes d'alarme résonnaient dans mon esprit. Il y a autre chose, poursuivit Thomas. Hier, on m'a demandé de récupérer tous les courriels échangés entre vous et le comité d'audit depuis 6 mois. J'ai dû m'exécuter officiellement, mais il a fouillé dans sa sacoche et m'a tendu une clé USB. Je voulais que tu saches que c'était le revers que j'attendais. Brian couvrait ses traces, probablement parce qu'il avait réalisé que le comité d'audit avait des inquiétudes. Son licenciement a soudain pris tout son sens. Il a découvert que j'enquêtais sur ses activités. Merci d'avoir pris ce risque, dis-je sincèrement à Thomas. Après son départ, j'ai branché le lecteur et j'ai examiné son contenu. Thomas avait inclus non seulement les emails que Brian recherchait, mais également les journaux système internes montrant des modèles d'accès inhabituels. D'importants transferts de données financières se produisaient à des heures irrégulières, avec des raccourcis d'approbation que je n'avais jamais autorisés lors de la conception du système. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre coup. Mon assistante de longue date, Vanessa, m'a appelé en larmes. « Jennifer, on dit des choses horribles sur toi », sanglota-t-elle. « Brian a dit au service que tu faisais l'objet d'une enquête pour malversation financière avant ton départ. Que tu avais été licencié pour faute grave. » J'ai ressenti ma première véritable colère depuis mon licenciement. Attaquer ma réputation était une erreur. Qu'a-t-il dit exactement, Vanessa? Que vous avez manipulé les contrats des fournisseurs pendant des années, que vous avez créé un système avec des portes dérobées que vous seul compreniez, que l'entreprise pourrait être obligée de réévaluer ses résultats à cause de vos méthodes. C'était une manœuvre astucieuse de la part de Brian, me discréditer avant que je puisse le dénoncer. Mais il avait commis une grave erreur en m'attaquant publiquement. Il m'avait donné une justification pour me défendre publiquement. Vanessa, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dis-je. J'ai besoin de la version actuelle du contrat Henderson, celui que Brian a renégocié le mois dernier. C'est au-dessus de mes compétences maintenant, murmura-t-elle. Vérifier le système d'archivage, ai-je suggéré. L'original aurait dû être enregistré avant les modifications. Cet après-midi-là, Vanessa m'a envoyé ce dont j'avais besoin, la preuve que les termes du contrat avaient été substantiellement modifiés après l'approbation du conseil d'administration, transférant des millions d'honoraires à des entités de conseil avec des livrables vagues. Des entités dont je soupçonnais désormais fortement qu'elles étaient liées à Brian lui-même. J'ai immédiatement transmis les preuves à Hélène. Sa réponse fut immédiate, « Venez à mon bureau ce soir. Apportez tout ce que vous avez. » La maison de style tuteur d'Hélène se trouvait dans l'un des quartiers les plus anciens et les plus établis de Houston. Son bureau à domicile reflétait sa personnalité, méticuleux, traditionnel, mais résolument moderne là où cela comptait.
Plusieurs écrans affichaient des données financières tandis que des étagères anciennes bordaient les murs. Le conseil est divisé sur cette question, a-t-elle expliqué alors que nous examinions mes preuves. La moitié d'entre eux voit Brian comme la force d'innovation dont Velthorn a besoin pour faire face aux conditions changeantes du marché. L'autre moitié a des inquiétudes mais veut des preuves concrètes avant d'agir contre le directeur financier choisi par le PDG. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'approche innovante par rapport aux approches traditionnelles, ai-je soutenu, en soulignant les divergences contractuelles. Ces changements n'ont pas été approuvés par le conseil d'administration, mais ont entraîné des frais de consultation supplémentaires de 2,7 millions de dollars. Les sociétés bénéficiaires, Meridian Bay Holdings et Falcrest Advisé, n'ont pratiquement aucune présence en ligne ni aucune activité commerciale vérifiable. C'est suspect, mais il faut établir un lien direct avec Brian. Je crois savoir comment faire, ai-je répondu en consultant les documents d'enregistrement de la société que j'avais obtenus grâce à mes contacts dans le secteur. Les deux sociétés ont été enregistrées il y a 6 mois par le même cabinet d'avocats, qui représente également Axington Partners. L'ancien employeur de Brian, remarqua Hélène, les yeux plissés. Exactement. Et si on regarde les signataires autorisés, j'ai sorti un autre document sur lequel un nom était surligné. Patricia Fields. Un lien de parenté? Sa femme, ai-je confirmé. Elle utilise son nom de jeune fille à des fins professionnelles, mais j'ai retrouvé leur faire-part de mariage datant d'il y a 8 ans. Hélène se renversa dans son fauteuil, assimilant les implications. Ça devient sérieux, Jennifer. On parle de fraude potentielle, de conflit d'intérêts, de détournement de fonds, et c'est pour ça qu'il voulait que je parte, expliquai-je. En tant que contrôleur financier, je finirai par remettre en question ces transactions lors des audits de routine. Il le savait. Mais il n'avait pas prévu que nous vous avions déjà demandé d'enquêter sur ces activités, a déclaré Hélène avec le premier sourire que je lui avais vu depuis des semaines. Nous avons passé les 3 heures suivantes à constituer un dossier complet. Le schéma était clair, Brian avait systématiquement dirigé les fonds de Velthorn vers des entreprises liées à lui, sous couvert de services de conseil légitimes. Selon des estimations prudentes, le total s'élèverait à près de 4,5 millions de dollars en seulement 3 mois. En rentrant chez moi ce soir-là, j'étais prudemment optimiste. Les preuves étaient convaincantes, mais la politique d'entreprise était complexe. Brian avait des alliés au conseil d'administration, notamment ceux qui avaient plaidé pour son embauche. Il ne l'abandonnerait pas facilement. Mon téléphone a sonné à 6 heures le lendemain matin. C'était encore Vanessa, qui parlait d'une voix étouffée et pressante. Jennifer, il se passe quelque chose d'étrange. Une équipe d'un cabinet comptable externe est arrivée ce matin. Ils examinent tous les documents financiers des 5 dernières années. Tout au long de votre mandat de contrôleur. Mon estomac se serra. Brian intensifiait sa défense en passant à l'offensive, tentant de trouver ou de fabriquer des preuves d'irrégularité sous ma direction. Ont-ils dit qui avait autorisé l'audit, ai-je demandé. Brian a dit que c'était la directive du conseil, mais elle a hésité. Mais quoi, Vanessa? Je l'ai entendu au téléphone plus tôt. Il a dit, ils n'ont encore rien trouvé d'utile, mais continuez à creuser. Il nous faut du concret avant la réunion d'urgence du conseil d'administration. La réunion d'urgence du conseil d'administration ne pouvait signifier qu'une chose. Hélène avait présenté nos preuves aux principaux membres du conseil, et ils les prenaient au sérieux. Brian s'efforçait de détourner l'attention et de me discréditer avant de perdre le contrôle du récit. Merci, Vanessa. Sois prudente et ne te fais pas prendre à m'aider. Je ne le ferai pas, murmura-t-elle. La plupart d'entre nous savent qui est le vrai professionnel ici. Les 48 heures suivantes se déroulèrent comme une partie d'échecs à enjeux élevés. Brian convoqua une conférence de presse improvisée pour annoncer la modernisation des systèmes financiers obsolètes de Velthorn et faire allusion à des découvertes inquiétantes sur des pratiques antérieures. Bien qu'il n'ait jamais mentionné mon nom, l'implication était claire pour quiconque connaissait l'entreprise. J'ai regardé la diffusion en direct depuis ma table à manger, remarquant à quel point son assurance semblait forcée, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Il avait peur. Mon téléphone vibrait constamment de messages d'anciens collègues et de contacts de l'industrie, dont beaucoup exprimaient leur indignation face à ces accusations à peine voilées. J'ai répondu avec courtoisie, mais sans dire grand-chose. Ce n'était pas le moment de mener une bataille publique. Je me suis plutôt concentré sur le renforcement de notre dossier.
Un ancien camarade de classe qui travaille désormais à la Security and Exchange Commission a fourni des informations sans violer aucun protocole sur ce qui constituerait une preuve définitive de mauvaise conduite financière. Fort de ces connaissances, j'ai affiné mon approche, en me concentrant sur la documentation du flux d'argent de Velthorn vers les sociétés écrans et finalement vers Brian. La percée est arrivée de manière inattendue. En examinant les notes de frais de déplacement de Brian, j'ai remarqué une tendance à partir en week-end à Austin. L'entreprise avait financé des séjours dans des hôtels de luxe, prétendant qu'il s'agissait de réunions avec des investisseurs potentiels, mais un recoupement avec le calendrier des relations avec les investisseurs de Velthorn a révélé qu'aucune réunion de ce type n'était prévue. Une recherche sur les réseaux sociaux a révélé la pièce manquante. Patricia Fields avait ouvert une galerie d'art à Austin 3 mois auparavant. Les photos de l'inauguration montraient Brian fièrement debout aux côtés de sa femme, le week-end même où il prétendait rencontrer des investisseurs aux frais de Velthorn. Ce que j'ai découvert en creusant plus profondément est encore plus accablant. Le dossier commercial de la galerie indiquait que son principal bailleur de fonds était Meridian Bay Holdings, la même société écran qui recevait des honoraires de conseil de Velthorn. J'ai immédiatement envoyé les preuves à Hélène, qui a répondu par une seule ligne. La réunion d'urgence du conseil d'administration est reportée à demain, à 9 h. Ce soir-là, j'ai reçu une autre visite inattendue. Grégory Patel, conseiller juridique de Velthorn, se tenait à ma porte, l'air mal à l'aise. « Puis-je entrer, Jennifer » demanda-t-il formellement. J'ai hésité. Grégory dépendait directement du PDG et avait toujours été politiquement avisé. Sa loyauté était floue. « Je comprends votre inquiétude, dit-il, remarquant mon hésitation. Mais je suis ici pour affaires. Le conseil d'administration a requis votre présence à la réunion de demain. Pourquoi le conseil d'administration voudrait-il que je sois là? Ai-je demandé, sans toutefois l'inviter à entrer. Le comité d'audit a présenté de graves allégations. Le conseil souhaite entendre directement toutes les parties concernées. Il m'a remis une lettre officielle. Il s'agit d'une invitation officielle, pas d'une assignation à comparaître, mais je vous conseille vivement d'y assister. Après son départ, j'ai appelé Hélène, qui a confirmé que l'invitation était légitime. Ce n'était pas mon idée, a-t-elle admis. Plusieurs membres du conseil d'administration ont insisté pour entendre directement votre point de vue. Brian sera là aussi. Il viendra prêt à me discréditer, ai-je dit. Alors tu ferais mieux d'être mieux préparé, répondit-elle simplement. J'ai passé la nuit à organiser mes preuves pour en faire une présentation claire et convaincante. Je me suis concentré sur les faits, évitant les accusations et les appels émotionnels. Les chiffres racontaient l'histoire mieux que n'importe quelle rhétorique. À l'aube, je me suis préparé mentalement à la confrontation à venir. J'ai choisi ma tenue la plus professionnelle, un costume anthracite qui dégageait une certaine autorité sans être tape à accent grave-l'œil. J'ai relu mes notes une dernière fois. Lorsque je suis arrivé au siège de Velthorn, la sécurité m'a escorté jusqu'à l'étage exécutif où j'avais passé d'innombrables heures pendant 14 ans. Les visages familiers que je croisais me regardaient avec un mélange de sympathie, de curiosité et, dans certains cas, d'espoir. Debout devant la porte de la salle de réunion, j'ai pris une grande inspiration. Dans quelques minutes, j'allais affronter l'homme qui avait tenté de détruire ma réputation et ma carrière. Mais contrairement à Brian Fields, j'avais la vérité de mon côté. Le silence se fit dans la salle de réunion à mon entrée. 14 perdieux se tournèrent vers moi, les 12 membres du conseil, Hélène en bout de table, et Brian, qui semblait avoir vieilli depuis qu'il m'avait licencié. « Merci de votre présence, Madame Malisté », a déclaré Harold Thompson, président du conseil d'administration. Nous nous trouvons dans une situation inhabituelle qui exige une clarification. J'ai hoché la tête d'un air professionnel et pris place juste en face de Brian. Son sourire confiant affaibli lorsque nos regards se sont croisés. Pour ceux qui n'ont pas été pleinement informés, a poursuivi Harold, de graves allégations ont été formulées concernant des irrégularités financières sous la direction de M. Fields. Des allégations contraires ont été formulées, suggérant que ces allégations constituent des représailles de la part de Madame Malisté. Après son renvoi, Brian se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, la présence de Madame Malisté ici est inappropriée. Elle n'est plus une employée et a manifesté une animosité manifeste envers. Malisté est ici à ma demande, l'interrompit fermement Hélène. En tant que présidente du comité d'audit, j'ai commandé son enquête avant son licenciement, et non après.
J'ai vu plusieurs membres du conseil échanger des regards étonnés. De toute évidence, Brian avait pris le contrôle du récit. Je pense qu'il serait utile que Madame Malisté présente directement ses conclusions, a suggéré Hélène. Harold hocha la tête. Allez-y, Mademoiselle Malisté. J'ai connecté mon ordinateur portable au système de présentation et j'ai commencé à présenter méthodiquement les preuves. J'ai montré les divergences contractuelles, les sociétés écrans, la piste financière menant à la galerie d'art, les frais de voyage frauduleux. J'ai présenté les traces de courriel, les journaux système et les transferts financiers. Chaque diapositive s'appuyait sur la précédente, construisant ainsi un dossier irréfutable. En résumé, ai-je conclu 30 minutes plus tard, environ 4 à 8 millions de dollars ont été détournés de Velthorn Global vers des entités directement liées à M. Fields ou aux membres de sa famille, déguisés en dépenses professionnelles légitimes. La salle resta silencieuse quelques instants après que j'eus terminé. Le visage de Brian avait perdu toute couleur. Ce sont des accusations scandaleuses, a-t-il finalement balbutié. Il s'agit clairement d'une tentative vindicative de... Niez-vous que Patricia Fields est votre femme, a demandé un membre du conseil d'administration. Ou que Meridian Bay Holdings a financé sa galerie, a demandé un autre. Ou que vous avez facturé Velthorn pour des réunions d'investisseurs qui n'ont jamais eu lieu, a ajouté un troisième. Les yeux de Brian parcoururent la pièce, cherchant des alliés et n'en trouvant aucun. Ces liens sont présentés sans contexte. Il existe des raisons commerciales légitimes pour... J'en ai assez vu, interrompit Harold. Monsieur Fields, veuillez patienter dehors pendant que le conseil délibère. Tu ne peux pas croire sa parole plutôt que la mienne, protesta Brian. Elle est clairement partiale. Dehors, monsieur. Fields, répéta fermement Harold. Vous aurez l'occasion de répondre formellement par l'intermédiaire de votre avocat. Après le départ de Brian, Harold s'est tourné vers moi. Mademoiselle Malisté, merci pour votre présentation détaillée. Le conseil d'administration souhaiterait également que vous vous retiriez pendant que nous discutons des prochaines étapes. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers la porte. Alors que je tendais la main vers la poignée, Harold reprit la parole. Une dernière chose, Mademoiselle Malisté. Les méthodes que vous utilisez pour rassembler ces preuves, les qualifieriez-vous d'obsolètes? Un léger sourire éclaira mon visage. Je préfère le terme « minutieux », président Thomson. Plusieurs membres du conseil d'administration ont ri, brisant la tension dans la salle. Dans le couloir, j'ai vu Brian parler d'un ton pressant à Grégory Patel. Lorsqu'il m'a remarqué, il s'est interrompu au milieu de sa phrase, le visage crispé par la colère. « Tu crois avoir gagné » siffla-t-il. « Mais ce n'est pas fini. J'ai des relations que tu ne peux imaginer. » J'ai répondu calmement, malheureusement pour vous, monsieur Fields, je ne me fie pas à l'imagination. Je me fie aux preuves. Les délibérations du conseil ont duré près de 2 heures. J'ai attendu patiemment dans une petite salle de conférence, consultant mes emails sur mon téléphone. Brian arpentait le couloir à l'extérieur, passant périodiquement des appels téléphoniques passionnés. Finalement, Grégory Patel est apparu. Le conseil aimerait vous voir tous les deux. Nous sommes retournés dans la salle de réunion où l'expression d'Harold ne révélait rien de leur décision. Après un examen attentif des preuves, il a commencé, le conseil est parvenu à plusieurs conclusions. Premièrement, il existe des motifs suffisants pour mettre fin à l'emploi de M. Fields chez Velthorn Global, avec effet immédiat. Brian a commencé à protester, mais Harold a levé la main. Deuxièmement, nous avons informé les autorités compétentes des irrégularités financières découvertes. Monsieur Fields, je vous suggère de faire appel rapidement à un avocat. Le visage de Brian devint rouge vif. C'est une erreur que vous regretterez tous. J'ai des explications pour tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Gardez-les pour l'enquête, répondit froidement Harold. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels. Alors que Brian était emmené, Harold s'est tourné vers moi. Mademoiselle M.C. Malisté, le conseil d'administration vous doit des excuses. Votre licenciement a clairement été orchestré pour dissimuler une malversation financière. Merci, monsieur le président, répondis-je avec professionnalisme. Ce qui m'amène à notre troisième conclusion, a poursuivi Harold. Le conseil d'administration souhaite vous proposer votre réintégration dans vos fonctions, assortie d'un ajustement salarial significatif reflétant à la fois votre loyauté et l'ampleur apparemment accrue de vos responsabilités. Je ne m'attendais pas à une telle tournure des événements.
Je me concentrais sur la dénonciation de Brian, pas sur mon retour à Velor. Hélène a ajouté, nous aimerions créer un nouveau poste, placé sous la responsabilité directe du responsable de la conformité du comité d'audit. Vous disposerez d'une autorité indépendante pour enquêter sur tout problème financier, sans interférence de la part des dirigeants. L'offre était convaincante, une autorité accrue, un accès direct au conseil d'administration et, en lisant entre les lignes, une protection contre tout futur dirigeant qui pourrait trouver mes méthodes trop rigoureuses. J'apprécie l'offre, dis-je prudemment. J'aimerais avoir le temps d'y réfléchir. Harold hocha la tête. Bien sûr. Mais j'espère que vous conviendrez que Velor a besoin exactement du type de leadership financier dont vous avez fait preuve, rigoureux, éthique et apparemment impossible à intimider. 3 semaines plus tard, je suis revenu chez Velor Global en tant que nouveau responsable de la conformité. Ma première tâche a été de procéder à un examen complet de toutes les activités financières durant le bref mandat de Brian. Les dégâts étaient importants, mais limités. Brian avait réagi rapidement, mais n'avait pas encore mis en œuvre ses plans d'envergure. La plupart des fonds détournés pouvaient être récupérés grâce à des poursuites judiciaires contre ces sociétés écrans. La presse a couvert l'acte d'accusation de Brian avec un sensationnalisme prévisible. Les méthodes modernes du directeur financier incluent des crimes modernes, pouvait-on lire dans un titre. Un autre a déclaré, le responsable de la conformité de Velor découvre une fraude de plusieurs millions de dollars. Je suis resté discret, me concentrant sur le renforcement des contrôles financiers de l'entreprise plutôt que sur la publicité. Mon équipe s'est élargie pour inclure des experts comptables judiciaires et des spécialistes de la conformité qui partageaient mon engagement envers la transparence et l'exactitude. 6 mois plus tard, j'ai reçu une notification selon laquelle Brian avait accepté un accord de plaidoyer, admettant fraude électronique et détournement de fonds. Il purgerait une peine de 4 ans de prison fédérale et perdrait tous les biens liés aux fonds volés. La galerie de Patricia a été saisie et liquidée dans le cadre du règlement. Le jour où la nouvelle a éclaté, Hélène est passée à mon bureau. « Tu te sens justifié ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais eu besoin d'être justifié, » ai-je répondu honnêtement. J'avais juste besoin que la vérité éclate. Elle sourit d'un air entendu. « Eh bien, le conseil d'administration est ravi. Votre nouveau cadre de conformité a déjà permis d'éviter 2 problèmes de contrôle importants qui auraient pu causer des problèmes par la suite. Je fais juste mon travail, ai-je dit. Ton travail est dépassé, le taquina-t-elle. Je me suis enfin permis de rire sincèrement. Vous savez, j'ai appris à apprécier cette étiquette. Des méthodes obsolètes comme la vérification croisée, la documentation et la compréhension réelle de la destination de l'argent sont des concepts apparemment radicaux dans certains cercles. À la gloire du démodage, dit Hélène en portant un toast imaginaire. Je préfère le classique, répondis-je avec un sourire, comme le bon vin et la comptabilité soignée. En repensant à cette épreuve, j'ai réalisé que la plus grande erreur de Brian n'était pas ses stratagèmes frauduleux ni même le fait de me cibler spécifiquement. Il ne comprenait pas qu'en finance, l'intégrité ne se démode jamais. Les méthodes qu'il jugeait obsolètes étaient précisément ce qu'il avait fait tomber. Alors que je construis le nouveau département de conformité de Velor, je pense souvent que parfois, la vengeance la plus puissante ne consiste pas à se venger. Il s'agit de prouver votre valeur.